Chers téléspectateurs, bonjour, sans oublier vous qui nous suivez sur Facebook, YouTube et TikTok. Heureux de vous retrouver dans cette émission de Vox Hebdo sur Vox TV. Jean-Clotaire Imbou, directeur des publications de présence économique. Albert Nyanzuguta, directeur des publications de la Semaine africaine, pour décrypter l'élection présidentielle aux États-Unis avec la victoire de Donald Trump, la 5e édition de la quinzaine gouvernementale et la énième pénurie de carburant qui sévit actuellement à Brazzaville. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau de Vox Hebdo. Merci. Merci. Le 5 novembre dernier, le peuple américain est allé aux urnes pour élire son 47e président. Entre Kamala Harris et Donald Trump, finalement, c'est ce dernier qui a été élu. L'ex-président américain Donald Trump, dont la carrière politique a été souvent marquée par la division et les querelles, a déclaré lors de sa soirée électorale tôt ce mercredi qu'il était temps d'unir le pays. Trump s'adressait à ses partisans, entouré de sa famille, de ses amis et de ses principaux soutiens politiques. Nous allons tenir notre promesse. Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous rendrons l'Amérique à nouveau sûre, forte, prospère, puissante et libre. Et je demande à chaque citoyen à travers notre pays de se joindre à moi dans cette noble et juste entreprise. Il est temps de laisser derrière nous les divisions de ces 4 dernières années. Il est temps de s'unir et nous allons essayer, nous devons essayer et cela va arriver, le succès nous rassemblera. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis, un retour en force à la Maison-Blanche après des condamnations et de tentatives d'assassinat. Le retour de Donald Trump, donc nous parlerons maintenant de Donald Trump 2, puisque nous avons eu Donald Trump 1. L'intermède a été assuré par Joe Biden et le voilà qui revient aux affaires. Alors est-ce que, messieurs, comment avez-vous apprécié cette élection de Donald Trump, Albert? Comment j'ai apprécié, je suis journaliste et pas américain, et donc forcément, répondre que je me suis réjoui ou que je me suis senti choqué, ça ne veut rien dire. Oui, en tant que journaliste, comment avez-vous reçu? Ça, c'était pour relancer sur la dernière pique que je faisais sur ce plateau hors micro dimanche dernier. Je disais, bon, la prochaine fois, nous retrouverons comme président Donald Trump. Donc, pour dire que on avait suffisamment de matériaux pour comprendre que ce monsieur partait vers une deuxième installation à la Maison-Blanche et que Madame Kamala Harris, malgré toute la sympathie qu'elle nous assurait, ne semblait pas disposer des bons atouts pour être vainqueur. Et en fait, ça s'est vérifié. Alors, pourquoi je dis cela? Je dis, M. Donald Trump a mis le paquet, tous les deux d'ailleurs, il a mis le paquet pour que ces messages passent et noient ceux de ce que l'on pourrait qualifier d'opposition. Il a eu des messages très ambigus, souvent très controversés, mais cela l'Amérique, pourtant puritaine par certains égards, ne lui en a pas tenu rigueur et est allé comme si le Donald Trump qu'il réalise aujourd'hui n'était pas celui qui a eu des condamnations de justice, n'était pas celui qui avait traité la communauté internationale de moins que rien, n'était pas celui qui, dans les relations entre nations, avait préféré finalement faire cavalier seul et sortir des institutions internationales pour les affaiblir. Donc voilà, tout cela est balayé et voilà, nous avons un Donald Trump qui revient au pouvoir, qui s'installe confortablement au pouvoir parce que sa victoire n'a pas été volée, il faut le reconnaître. C'est une victoire très confortable, hors de discussion, hors de contestation, et qui a mis définitivement KO donc la démocrate Kamala Harris.
Voilà. Oui, Clotaire. Et pourtant, quand on suivait la campagne, Donald Trump n'était pas vraiment donné favori, hein, c'est Kamala Harris. Comment appréciez-vous ce retournement de situation? Est-ce qu'il y a eu finalement un retournement de situation? Non, il n'y a pas eu retournement de situation. C'est vrai qu'il faut féliciter le peuple américain pour ce choix qu'ils ont eu à faire, parce que ça concerne d'abord les États-Unis. Mais je me remémore encore d'une conversation avec un diplomate à la veille de l'élection, de la première élection de Trump. Non, de Trump. Et c'était avec Madame Clinton. Et puis, je disais à ce diplomate-là, mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le peuple américain, qui est un grand peuple, qui est un peuple éduqué, pouvait faire le choix d'un homme que l'on reconnaissait comme étant ne pas être à la hauteur de la fonction de président de la République. Et il me répondit, le plus simplement du monde, vous ne connaissez pas le peuple américain. Et c'est vrai que à la victoire de la première élection qu'il y a eu, je me suis dit qu'on ne connaissait pas le peuple américain. Voilà un peuple qui est puritain, qui est vraiment porté sur la morale, mais qui fait des choix douteux. Mais il faut bien le dire que c'est un choix d'un peuple qu'il nous faut respecter. Ce peuple-là n'est pas prêt, ou n'était pas prêt à choisir une dame. Et il n'est pas toujours prêt à choisir une dame. C'est-à-dire qu'à la limite, comme l'expliquait ce diplomate, avoir un noir qui était Barack Obama était déjà une surprise de trop. Et donc, accepter qu'il puisse y avoir une dame, alors là, vraiment, ça ne passait pas dans le fin fond, dans le tréfonds américain. Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. Nous sortons par exemple des États-Unis, on se retrouve avec la même situation en France. C'est-à-dire que le peuple français ne pouvait pas voter Jospin. Parce que tout simplement, il est protestant. C'est de la même manière. Ce peuple puritain ne pouvait pas accepter voter une dame qui vient leur parler d'avortement. Une dame qui vient leur parler des droits de ceci, des droits de LGBT, des droits... C'était pas possible. C'est là le côté justement puritain de ce peuple. Oui, Clotaire. Est-ce qu'on peut dire que la victoire de Trump dépend, enfin, on peut la qualifier de chance, puisque à 2 reprises, il s'est retrouvé en face des dames. Est-ce que c'est parce qu'il se retrouve face aux dames qu'il Mais justement, est élu? C'est parce qu'il le retrouve face aux dames que ce peuple ne peut pas accepter de confier son destin à des dames. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a toujours un soupçon d'incompétence lorsqu'on y arrive à parler des dames qui doivent venir diriger un pays, principalement aux États-Unis. Parce que le vrai problème qu'il y a, voilà quelqu'un qui gagne après avoir basé sa campagne sur l'insulte. C'est quand même paradoxal. Il base sa campagne sur l'insulte, il ne fait pas des propositions autres que ce qu'il a toujours dit. Et puis finalement, il gagne. Mais c'est tout simplement, vous y voyez un tréfonds de peur dans la société américaine de confier leur destin à une dame. Pour ne pas dire à une dame qui n'a pas encore fait la guerre. Et c'est ça aussi le côté dramatique chez les Américains. Le fait de vouloir à tout prix se maintenir comme première puissance les amène à douter des capacités guerrières des autres qui justifient à ce que l'on puisse aller prendre quelqu'un dont tout le monde sait très bien que sa nature est de tout déstructurer et finalement pour y rester à la tête de l'État. Oui, non, mais Donald Trump lui-même n'a pas fait la guerre, je veux dire, il a tout fait pour y échapper. Oui, ce sont des arguments qui doivent compter dans la prise en compte de la complexité d'une situation qui a abouti à de l'inédit. N'oubliez pas une chose, c'est que femme ou pas femme, religion ou pas religion, Donald Trump lui-même n'est pas tout à fait, ne remonte pas de la réalité américaine typique, parce qu'il a des prises de position, il a des manières de faire qui
Mais voilà, dans tous les cas, maintenant, il est élu, il n'y a pas de problème. Kamala Harris a été battue, elle a reconnu, contrairement à Donald Trump, elle a reconnu sa défaite, et donc les choses sont pliées aujourd'hui. Nous acheminons vers le 20 janvier, quand le nouveau président, le 47e président des États-Unis va s'installer et proclamer donc toutes les intentions qu'il anime pour la conduite de l'Amérique et du monde, d'ailleurs, quelque part, pour les prochaines années. OK, ça nous savons. Mais il y a une chose aussi à comprendre, c'est que nous étions dans une situation un peu de cafouillage et de brouillon. Les démocrates eux-mêmes n'ont pas véritablement aidé Kamala Harris. D'abord, Joe Biden a fait des pieds et des mains pour s'accrocher au pouvoir, comme si c'était un président, j'allais dire, des tropiques, n'a cédé le fauteuil que après le débat télévisé dans lequel nous l'avons vu vraiment en difficulté face à l'arrangueur de foule née qu'est Donald Trump. Et puis donc cette période-là a été une période. Et le Parti démocrate, Clotaire a dit tout à l'heure, donc une femme est noire. Mais dans quelle mesure est-ce qu'elle-même, Kamala Harris, a revendiqué ses origines noires aussi? Elle a semblé tout le temps hésiter entre le côté de sa mère. D'ailleurs, dans son discours de Philadelphie, je crois, elle a beaucoup plus exalté le rôle de sa mère indienne que celui de son papa, qui était pourtant un intellectuel de renom, et qui était jamaïcain. Donc tout cela, cette ambiguïté s'est reproduite dans la société, et donc en hésitant, voilà. Ok. Sans parler des autres aspects, la guerre au Moyen-Orient, sur laquelle, par exemple, les démocrates n'ont pas été plus clairs que cela. Voilà, les États-Unis ont maintenant un 47e président, celui qui était le 45e, et là il va être le 47e. Nous resterons à l'écoute, hein, nous resterons aux aguets pour voir ce que l'ère Trump 2 va apporter aux États-Unis et aussi dans le monde, puisque n'oublions pas, les États-Unis ont une influence presque planétaire. Nous passons donc à notre deuxième sujet qui concerne la 5e édition de la quinzaine gouvernementale. Une fois de plus, le gouvernement a été face aux chevaliers de la plume. L'échange entre vous, journalistes ici rassemblés, et le gouvernement, représenté ici par son porte-parole, a pour fonction principale d'éclairer ce qui peut paraître flou ou complexe dans la lecture de notre actualité nationale, singulièrement l'action des pouvoirs publics. Il s'agit de fournir les éléments nécessaires à la bonne compréhension par nos populations des tenants, des aboutissants et de la finalité des décisions prises. Bref, il s'agit de délivrer dans nos quinzaines, comme le dit le sage, je cite, un renseignement qui améliore notre connaissance sur un sujet quelconque. Fin de citation. Premier sujet d'actualité. La célébration, ce 6 novembre 2024, c'est-à-dire hier, de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ces derniers jours ont également été marqués par le séjour au Congo d'une délégation chinoise, conduite par le secrétaire général du comité de suivi des recommandations du Forum de coopération Afrique-Chine, FOCAC en sigle. Sur un autre plan, le gouvernement reconnaît que la situation financière de notre pays a un impact, hélas négatif, sur certaines structures et administrations de l'État, établissements publics et entreprises sous tutelle. Cette situation sociale devenue difficile et parfois scandée au travers des réseaux sociaux amène les pouvoirs publics à se féliciter, malgré tout, de la résilience et de l'esprit de responsabilité des agents et travailleurs concernés. Alors après la 4e édition, un mois après, nous voici à la 5e quinzaine gouvernementale.
Alors, quand nous regardons la fréquence de ces quinzaines, peut-on encore continuer à les appeler quinzaines gouvernementales, Albert, Clotaire? Ce n'est pas un problème de savoir si on peut les appeler quinzaines ou communication hebdomadaire du gouvernement ou mensuelle. Oui, mais là, il y a d'abord le caractère aussi sérieux de la rencontre. Quand on dit quinzaine, on doit rester quand même strict dans la période. J'aurais pu vous dire que vous voyez que vous êtes strict quand il vous faut faire Vox Hebdo. Si les autres ne sont pas à la hauteur de le faire, d'avoir cette régularité, peut-être qu'ils ont des raisons qui les ont amenés à ne pas à sauter une édition. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a généré cette quinzaine et que je ne vois pas jusqu'alors quel est le profond justement de ce type de communication. Je crois que c'est sur ce plateau que Albert Menzokuta avait dit qu'il ne faudrait pas que ce soit une pravda soft. Et je suis en train de me rendre compte petit à petit que ça devient une forme justement de pravda avec une voix unique qui vient expliquer, alors que j'ai cru comprendre qu'à l'origine, il y aurait eu des acteurs gouvernementaux qui passeraient chaque fois pour éclairer la lanterne des journalistes. Mais je me rends compte que ça se limite à une sorte de monologue, ou pour ne pas dire à une sorte de dialogue entre un ministre qui arrive, tout en étant bien sûr porte-parole du gouvernement, donc il représente l'ensemble du gouvernement. Mais est-ce qu'il y a une pertinence à ce que nous ne puissions écouter qu'une seule voix? Et c'est cela aussi justement le problème. Les journalistes doivent avoir plusieurs voix sur justement les sujets qui concernent la nation. Si tant qu'il en est que nous devons avoir une personne qui doit venir nous expliquer les questions d'électricité, une personne qui doit venir nous expliquer la question des pénuries justement de carburant, si on doit avoir qui doit venir nous expliquer les questions de santé, nous serons mieux éclairés. Mais avoir une seule voix depuis que cette session-là a commencé, ne pas, par exemple, avoir le Premier ministre qui, lui, coordonne l'action du gouvernement, à qui on aurait pu avoir une vraie réponse, j'ai bien peur que je me retrouve dans la situation d'Albert Menzokuta, que finalement ça devient une pravda soft. Albert, 5e édition de la quinzaine gouvernementale, quand on regarde les sujets mis à l'ordre du jour, est-ce que vraiment ce sont des sujets pertinents qui peuvent toujours étancher la soif des populations? J'ai pour principe de ne jamais critiquer mes confrères. Donc, parce que je m'englobe, je m'inclus dans cette corporation, dans cette masse de travailleurs particulière. Et donc, voilà, c'est aux journalistes de chercher à poser les questions quand il y en a, elles ne sont pas suffisamment éclairées par les faits, par des décisions vraies, etc. Donc, à débusquer là où il y a des mensonges éventuels. Je dis, premièrement, sur la régularité et la fréquence, bon, honnêtement, on peut fermer un œil sur cette régularité puisque le ministre a expliqué plus d'une fois que des obligations pouvaient amener à l'empêchement de la tenue régulière de cette journée. Je crois que la première fois où nous avons ouvert cette séquence de Dino, c'était un mardi, je pense. Là, nous étions à jeudi. Et donc, finalement, ce qui importe, c'est le contenu. Je suis directeur d'un hebdomadaire qui, plus d'une fois, a été moins hebdomadaire que proclamé parce qu'il y a eu une occupation, une fête, une actualité plus brillante que d'autres. Donc ça, c'est un problème que nous pouvons franchement, je pense, passer sous le boisseau. Mais le problème, c'est le contenu. Ce que le ministre vient nous dire, il est seul à le dire, il est seul à l'avoir rédigé. Nous aurions bien aimé des voix contradictoires ou complémentaires. Et ça, je pense qu'en toute honnêteté aussi, il faut reconnaître, il a lui-même admis à l'avant-dernière quinzaine,
il a dit qu'il ferait tout pour venir là avec les experts ou les chefs des départements les plus concernés par les questions brûlantes de l'heure, donc l'eau, l'électricité, le carburant, la santé. Et puis voilà, je constate qu'il n'en a pas été ainsi. Bon, voilà. Donc, nous sommes ici dans un exercice nouveau. Il ne s'agit pas de convaincre. Le Congolais, il en sait plus que nous pensons. Le Congolais vit déjà. Il vit déjà la réalité des choses. Comprendre. Donc, ce n'est pas un flot de mots qui doit le rassurer. C'est plutôt quand vous avez un amas d'immondices devant votre porte. Le problème, ce n'est pas de savoir quand est-ce que le gouvernement va l'enlever, va atténuer l'odeur nauséabonde qui est là. Mais quand ça sera fait, que l'on constate que c'est fait. Et donc, voilà la réalité congolaise sur laquelle nous butons, même nous, journalistes. Oui, normalement, ça ne devait pas être ainsi, que quand on a fixé un canevas, ça montre aussi le caractère sérieux d'un gouvernement. Constatons que ça n'est pas le cas, enfin, ça n'est pas le cas, je veux dire que le canevas n'est pas respecté. Est-ce qu'il faut en conclure que le gouvernement n'est pas sérieux? Ça, bon, je pense que nous avons tous nos opinions, mais il y a à faire en sorte que, effectivement, là, il y a un de nos confrères, Dimi, qui, dans les réseaux sociaux, enfin, dans le canal qu'il tient, commençait à dire, mais justement, quand est-ce que la quinzaine va s'ouvrir? Le peuple s'impatiente. Ça m'a fait un peu sourire. Je me dis, bon, voilà, si le peuple s'impatiente, c'est qu'effectivement, le peuple a trouvé en cette quinzaine une source absolue pour s'abreuver à la bonne information. Et donc, c'est l'équivalent de la Pravda. Parce que quand on regarde, c'est comme s'il y a eu une pression. Le gouvernement n'était pas prêt à tenir cette quinzaine. Nous avons vu comment les gens se sont un peu agités et finalement, bon, avec l'agitation, et voilà, nous avons une quinzaine. Mais quand on regarde, oui, Clotaire, quand on regarde vraiment le fond des sujets traités, je reste perplexe. Il faut d'abord dire qu'il y a quelque chose, ce peuple attend une information réelle. Ce peuple n'attend pas des exartes d'informations. Il n'y a pas de carburant, ils veulent savoir pourquoi il n'y a pas de carburant. L'école ne fonctionne pas, l'université est fermée, Mariam Wabi. Ils veulent savoir pourquoi. C'est ça le vrai problème que nous avons. La santé ne fonctionne pas, les hôpitaux sont fermés, les gens veulent savoir pourquoi. Ce n'est pas de venir les féliciter de la résilience, encore que c'est un mot valise que l'on trimballe maintenant partout pour essayer de justifier nos manquements. C'est pas ça ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend des pouvoirs publics, qu'ils viennent nous dire où est-ce que l'on va, comment est-ce qu'on s'en sort de cette situation. Ce n'est pas de venir vanter notre résilience. Elle aura une limite. C'est ça ce qu'il faut craindre. La résilience est une limite. Après, ça se casse. Justement, le gouvernement s'attendait à quoi? Parce que le gouvernement, vous sentez un léger doute dans le rapport qu'il y a là entre le gouvernement et ce peuple. Parce que si vous y arrivez tout simplement à venir dire aux gens, nous vous félicitons de votre résilience, mais vous le voyez très bien que vous ne donnez pas une information réelle sur les attentes de ce peuple. Et c'est là où il y a le vrai problème. On attend à ce qu'il puisse y avoir une explication réelle et un cap. Il nous faut sortir de cette situation. Il faut nous donner les pistes de sortie de cette situation. C'est ça ce qui est en train d'attendre. C'est ça ce qu'attend le peuple. Le peuple n'attend pas qu'on vienne le féliciter. Ah, c'est bien, vous avez faim, mais vraiment vous faites un effort d'attendre qu'on vous ramène le pain. Non. Il faut le dire concrètement aux gens. Comment est-ce que nous allons faire pour sortir de cette situation? Et puis, quelque part, multiplier les promesses sans les tenir, c'est aussi casser cette résilience. Comme si, volontairement, on voulait que on en arrive à une forme de contestation violente, de contestation sociale généralisée. Nous sommes ici, il y a des personnes, bon voilà, il y a des retraités qui ont été payés ou qui vont l'être, donc 2 mois sur 4 de retard.
et on va les payer. Mais cette situation doit être suivie d'autres exemples de ce genre, d'autres exemples d'apaisement. Il ne s'agit pas simplement de proclamer que nous le ferons, nous le ferons. Donc, sur la question de l'électricité, on nous dit que à partir de janvier prochain, les travaux du barrage de Sounda vont démarrer. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer de maintenant jusqu'à janvier 2025? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que le Congolais lambda va avoir droit à son électricité? Comment est-ce que l'artisan qui répare les pneus au bord de la rue va avoir son électricité pour continuer son activité et faire vivre sa famille? Ça sont des questions aussi qui se posent et donc il ne s'agit plus simplement de s'en tenir au langage. Oui, jusque-là, le gouvernement reste muet. On nous avait promis que, surtout dans le cas de l'électricité devait revenir à la normale, mais jusque-là, nous constatons que les coupures continuent à nous suivre. Peut-être quelque chose. C'est juste pour détendre. C'est pas la peine que nous puissions continuer à nous acharner sur le gouvernement. Non, le gouvernement, c'est normal, il doit nous donner des solutions. Oui, bien sûr. Le problème qui se pose là. Mais puisqu'il y a là, vous êtes en train de parler de barrages, vous êtes en train de parler. Je me souviens encore d'un ministre qui avait la charge des questions de l'électricité qu'on a appelé le président Vaux et qui a d'abord fait ses preuves et qui a fait des meilleures preuves finalement au Conseil supérieur à la liberté de communication. Il était passé une fois à l'Assemblée et il avait dit devant les députés qui s'en prenaient à lui sur le fait justement qu'on avait ces mêmes problèmes d'électricité, que de toutes les façons, même lorsqu'il y aura un boulot, nous allons toujours nous retrouver avec la même situation de délestage. Et il y avait un tollé à l'Assemblée. Et finalement, nous nous retrouvons avec cette même situation. Donc, comme dit Albert, mais on va lancer un barrage en 2025. Ça va prendre pratiquement 5 ans pour la construction de ce barrage. Et si nous devons attendre 6 ans supplémentaires pour que nous puissions avoir un bout d'électricité, mais l'on ne dit pas aux gens à quoi servirait cette électricité. Il y a des mines. Il y a à Mayoko, il y a dans la zone de Pointe-Noire de Potasse, qui nécessiteront cette quantité d'électricité. Ça signifie très bien que si déjà ces infrastructures minières vont prendre cette bonne partie de l'électricité, parce qu'on prévoit entre 500 et 800 mégas, on se retrouvera tout simplement dans la même situation. Et donc là aussi, ce n'est pas la peine que nous puissions nous leurrer à nous dire que dans 5 ans, l'électricité sera rétablie alors qu'il y a des structures qui sont là, qui auront besoin de cette électricité, et ça nous retrouvera toujours dans la même situation. Allons-y plutôt en nous disant qu'il y aura le barrage de Cholet, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on aura un peu plus d'électricité et que l'on pourra répartir auprès des ménages. Ok, merci pour vos analyses. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie. Nous allons observer une pause et nous allons nous retrouver tout à l'heure.